Bonjour, nous recevons aujourd'hui Ségolène Aimé, directrice de recherche à l'INSERM, spécialisée dans la génétique et la recherche sur les maladies rares. Ségolène Aimé, bonjour. Bonjour. Alors vous intervenez aujourd'hui à l'École Polytechnique pour une conférence sur les médecines de demain. Vous êtes spécialisée dans la génétique et la recherche sur les maladies rares. La médecine de demain passe-t-elle par la génétique ? Non, elle ne passera pas complètement par la génétique, mais la génétique va apporter quelque chose à la médecine de demain, mais pas forcément là où les gens le croient. On prête beaucoup de qualité à la génétique en matière de connaissance de l'individu. En réalité, les choses sont complexes. Bien sûr, on a un destin qui est écrit quelque part depuis la naissance, mais sa lecture dépend aussi beaucoup d'autres facteurs comme l'environnement dès la vie intra-utérine et puis ensuite la façon dont on a été élevé, puis la façon dont on se nourrit, et puis tous les polluants de l'environnement. Et donc, en réalité, le résultat est jamais exactement ce que le code prédit. Et il faut arrêter de simplifier les choses en pensant que tout est écrit. C'est loin d'être le cas. Alors, on nous promet, grâce à la génétique, des tests ADN qui permettront de déceler les maladies avant même qu'elles ne surviennent. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est une réalité pour les maladies dites génétiques, c'est-à-dire celles qui sont entièrement déterminées par les gènes. Et là, il y a plusieurs milliers de ces maladies où réellement le gène muté est nécessaire et suffisant. Ce sont des maladies toutes très graves, invalidantes et qui peuvent se transmettre dans les familles. Mais hormis ça, les gènes participent faiblement à ce qu'on appelle les maladies plus communes et leur part attribuable, c'est-à-dire la part qui est réellement sous contrôle des gènes, est très faible par rapport à la part environnementale. Et donc en réalité, on n'est pas capable de faire de la prédiction, même quand on aura accumulé les données sur beaucoup plus de personnes, beaucoup de plus grandes populations, on ne sera jamais capable de faire vraiment de la prédiction, surtout à dire quand les maladies surviendront. Or, ce n'est pas la même chose de développer une maladie à 20 ans ou à 90 ans, et la sévérité aussi importe beaucoup. Et ensuite, on sait par expérience avec la médecine que les gens ne se soumettent pas volontiers à des changements de mode de vie en fonction de leurs risques. Il y a beaucoup de risques qu'on connaît et qui pourtant ne changent pas les modes de vie des gens. Et donc, il n'y a aucune raison que les facteurs génétiques paraissent beaucoup plus crédibles pour les gens et qu'ils acceptent de changer des choses dans leur existence à cause de ça. Donc, en réalité, ça, c'est un marché que moi, je qualifie avec d'autres collègues de génétique récréative. Alors, on entendait souvent parler d'Angelina Jolie, qui est donc a préféré faire une ablation. Voilà, là on est dans le cas d'Angelina Jolie et du cancer du sein lié à la mutation BRCA1. On est dans un cas de maladie génétique où le gène à lui tout seul est nécessaire et suffisant. Encore que Angelina Jolie ne savait pas si elle développerait son cancer à 40 ans ou à 70 ans. Or, ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Mais là, on rend réellement un service aux femmes parce qu'on leur permet de savoir à l'avance si elles sont ou non à risque. Et dans les familles à risque, c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas à risque, parce que dans ça, on a cette épée de Damoclès qui reste. Mais les cancers du sein liés à ce type de mutation, c'est 10% de l'ensemble des cancers du sein, donc ce n'est pas la majorité. Et donc, grâce à la génétique, on nous promet également des traitements personnalisés, un mythe ou réalité? Ça, c'est une réalité déjà, pour en particulier le traitement des cancers, parce que les tumeurs cancéreuses sont liées à des mutations qui surviennent dans la tumeur. Ce n'est pas les individus qui ont ces mutations, ce sont les tumeurs qui elles-mêmes ont subi des mutations. Et certains médicaments ne sont efficaces que dans certains types de mutations. Et donc, ça ne sert à rien de donner des traitements très chers, d'une part, et d'autre part, qui ont des effets secondaires désagréables importants, à des gens qui ne vont pas répondre. Donc, il faut maintenant, en bonne pratique en cancérologie, se servir de l'analyse génétique des tissus cancéreux pour savoir quel est le traitement à donner. Est-ce que cela va se généraliser à plus de traitements en dehors du domaine du cancer ? Ça, c'est un petit peu plus douteux, mais ça va certainement se voir dans les maladies génétiques. On a des maladies génétiques, par exemple la mucoviscidose, qui est assez connue, qui actuellement, il y a un nouveau traitement qui vient d'arriver sur le marché, qui n'est efficace que pour un certain type de mutation, pas pour d'autres. Et donc, il faut faire le test avant de prescrire le médicament. Mais je pense qu'en réalité, c'est qu'un tout petit sous-groupe des traitements qui seront liés à la génétique.
Alors, est-ce que demain, finalement, tout le monde aura accès à son génotype, c'est-à-dire la composition génétique d'un individu? Et est-ce que l'on peut craindre un monde futuriste tel que le décrit le film Bienvenue à Gattaca, où les individus sont classés selon leurs gènes? Alors, on va peut-être aller vers un monde où d'avoir le séquençage de son génome sera banal, parce que ça ne sera pas très cher et que ça pourra, disons, devenir un standard dans les pays développés, hein, parce que je pense que les pays pauvres s'en ficheront complètement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça servira à quelque chose et que ça n'aura pas des effets délétères sur les gens. Alors, ça ne servira pas à grand-chose parce que je vous dis, soit on est dans l'analyse de gènes qui sont à l'origine de maladies, et à ce moment-là, ça doit se faire dans un cadre médical parce qu'il y a énormément, évidemment, d'explications à donner si on trouve des mutations à l'avance et que annoncer des très mauvaises nouvelles à des âges où on n'est pas prêt à les entendre, où on n'a rien à offrir, ce n'est pas très intéressant. Et donc, il y a des standards internationaux qui disent qu'on n'a pas le droit même de révéler ces informations si on n'a pas quelque chose à proposer. Ceci dit, pour la plupart des autres gènes, soit ils révéleront des petites susceptibilités génétiques, ce qu'autrefois on appelait le terrain familial. Et en gros, on vous dira ce que vous savez déjà, c'est-à-dire si vous êtes sujette à l'obésité ou à l'asthme ou aux allergies, toutes choses que vous pouvez observer par ailleurs. Donc en réalité, ça n'a pas un grand intérêt. Et quant à vous dire qui vous serez, enfin, ou dire à l'avance le jeune enfant, puisqu'il y en a des gens qui offrent ça à la naissance comme cadeau de naissance, eh bien non, ça c'est absolument un mythe, parce que, comme je vous ai expliqué, le génome et son environnement ont un effet qui est imprévisible, parce que ce sont des systèmes extrêmement complexes et qu'on n'est pas capable de modéliser, qu'on ne modélisera jamais. L'école polytechnique va bientôt exploiter l'une des plus grandes bases de données au monde en matière de santé, via notamment un partenariat avec la CNAM. Cela représente une base de données de plus de 65 millions de personnes. Quel bénéfice peut en tirer, à votre avis, la recherche médicale? Un énorme bénéfice. Je pense qu'on est assis sur des trésors de données dans toutes les bases de données. Ça, c'est une base de données médico-administrative qui est très peu exploitée par rapport à ce qu'elle pourrait rendre, si vous voulez, comme information. Et donc, le grand scandale des bases de données, c'est que c'est très cher à constituer et que c'est très sous-utilisé. Donc, tout projet d'exploitation de ces bases est très bienvenu. Et pour moi, l'avenir de la recherche biomédicale, c'est la recherche in silico, c'est-à-dire en utilisant les outils de l'informatique, de la bioinformatique, pour tirer le meilleur de cette accumulation de données. Mais il y a énormément de pièges et je me demande comment ces algorithmes vont se développer. Une des grandes difficultés, c'est que la définition des maladies est quelque chose qui n'est pas si simple et que la façon dont sont nommés les symptômes, les signes chez les malades et les diagnostics est très très variable et que donc on se retrouve à devoir interpréter des choses qui sont assez mal définies. Donc je pense que toutes ces recherches algorithmiques vont générer des hypothèses qu'ensuite il faudra vérifier par d'autres moyens, mais c'est très très puissant et j'ai beaucoup d'espoir dans ça. Je vous remercie, Ségolène. Je vous en prie.